Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous dire de vive voix un grand merci pour les 2000 abonnés. Alors c'est que le début, mais j'espère en tout cas qu'on continuera à évoluer comme ça encore longtemps. Ça fait longtemps que je veux finir la série des top 5, mais j'ai pas trop eu le temps ces derniers jours, je vous prie vraiment de m'excuser. Mais ça y est, on y est enfin. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler du top 5 des meilleurs tanks de Paladin en saison 3. Alors je le rappelle comme à chaque vidéo, je me base sur ce que je vois, sur mon expérience personnelle. Certains champions seraient vraiment bons à niveau pro et avec de la communication, mais je me base plus sur un modèle ranked solo duo queue pour aider les gens à progresser et à comprendre pourquoi ces pics sont puissants actuellement. A noter que je prends également en compte les changements à venir au futur patch Ténèbres et Dragons. Petite précision avant de commencer le top, dans la catégorie des tanks, on a les tanks qui se jouent sur les points, donc les tank points, et les off-tanks qui vont aller plus dans le tas ou rester dans la backline pour aider. J'aurais pas vraiment eu de quoi faire une vidéo pour chaque sous-rôle, si on peut les appeler comme ça, alors je les ai mélangés, en espérant que vous ne soyez pas confus par la suite. Si jamais vous voulez une vidéo plus ciblée sur les deux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant, on va pouvoir commencer. En 5ème position, on va commencer par Rome. Je sais que l'ordre que je donne, ça va pas être le même pour chaque joueur, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi, selon moi, il mérite cette position. Déjà, il est dans le top 5, c'est pas mal non? Alors Rome, on le voit rarement à haut niveau parce qu'il se fait souvent bannir. Si c'est le cas, pourquoi je l'ai mis en premier alors? Bah le truc c'est que Rome est très frustrant à affronter, c'est pourquoi on va préférer le bannir. Alors à côté de ça, il a une grosse mobilité, il a des bons dégâts, et il a surtout une tankiness de gros porc. Entre ses HP de base et son armure, ça peut mettre un peu de temps à le tomber le bougre. Mais pour moi, il est passé d'excellent à bon en un seul patch. Dans le patch Secret des Sables, avec son talent Autorité, et ben Rome il obtient une réduction de 50% de dégâts subis quand il charge, contre 75% avant. De plus, on parcourra moins de distance avec sa charge, et elle fera moins de dégâts. C'est assez violent comme nerf, du coup ça réduit son potentiel selon moi. Autre point à prendre en considération, la méta actuelle. On se dirige en ce moment vers des compos avec du double support qui ont la plupart du temps des CC, et les CC, c'est ce qui compte le plus Rome. Si vous êtes le joueur de Rome et que vous êtes face à un Genos et un Grover par exemple, et ben avec le cripple et le soulèvement, Rome il va jamais pouvoir charger et donc jamais profiter de la DR. Alors oui, DR c'est Damage Reduction, donc réduction de dégâts. Du coup, il va foncer dans le tas, se faire CC, se faire focus, et ça se conclura par un 4v5 le temps qu'il revienne. C'est pourquoi c'est assez difficile de first pick Rome contrairement à avant, parce qu'il va galérer contre quelques picks. Par contre, s'il n'y a pas de CC en face, c'est une autoroute de bonheur qui s'offre à vous. Vous rushez dans le tas, vous faites des gros dégâts, vous êtes intuable dans la backline, vous allez pouvoir occuper plusieurs personnes pendant que votre équipe s'occupera du reste. Au niveau du talent, j'ai une préférence pour Autorité pour la DR de 50%, Brister peut se voir de temps en temps pour avoir l'ulti plus vite également, mais je privilégie tout de même le premier. Au niveau du deck, j'aime beaucoup celui-là. Apocalypse au rang 2 pour obtenir des PV à chaque fois que vous touchez un ennemi avec Mastodonte, votre charge. Flammes éternelles au rang 2 pour obtenir un bouclier dès que vous activez votre charge. Mauvais signe niveau 5 pour réduire le temps de recharge de votre charge dès que vous utilisez votre absorption d'âme. Ça fait beaucoup de charge ici. 5 points dans domination pour augmenter la distance parcourue avec votre charge, et enfin 1 point dans déclaration de guerre pour bump plus haut les adversaires avec vos charges. Avec un deck comme celui-ci, le but sera de commencer avec Chronos et l'augmenter au plus vite pour que vous ayez votre charge le plus souvent possible, et ainsi semer la zizanie dans l'équipe adverse. Ouais, je sais pas d'où je le sors ce mot là. Charger tête baissée et faire un max de dégâts, vous verrez, c'est très fun. Alors oui, c'est pas le plus technique à jouer vous me direz, mais bon, je joue Viviane et Grok moi les gars. Qu'est-ce que vous vous imaginez? Des bons persos contre Rome? Il y en a pas mal. Grover et Genos en support pour profiter du CC, surtout pour l'empêcher de trop vous embêter. En termes de tank, le mieux ça sera Khan, surtout avec le talent stun. Promis, lui, on en parle plus tard. Voire même un Makoa et son ancre. En termes de dégâts, un Bomb King réaction en chaîne c'est fort, bon après ça reste assez situationnel, mais une Viviane ou un Victor pourront le détruire très rapidement également. Si on veut partir plus sur une fantasy, Moji a un bon ultimate pour l'annihiler, tout comme Drogos d'ailleurs. Mais je vais m'arrêter là, sinon je vais donner des mauvaises idées à certains d'entre vous. Les maps, il peut être efficace sur pas mal d'entre elles. Il aura pas trop de mal à déclencher un overtime avec la distance qu'il peut parcourir sur des maps assez longues, et sur des maps courtes, et ben il va pouvoir faire des tours de terrain assez facilement. L'itemisation, avec ce deck comme je vous ai dit, partez sur Chronos pour réduire vos CD, ensuite le classique jambon-beurre avec cautérisé, et ensuite il faudra s'adapter selon la team adverse. De la résilience s'il y a beaucoup de CC, du havre ou du bouclier choc en fonction des dégâts principaux de l'équipe adverse. C'était un gros morceau, on passe maintenant au suivant. Je vous avoue qu'à cette position, j'avais 2 champions en tête et ils sont assez durs à dissocier, mais il va falloir faire un choix. On va donc parler de Barik. Barik c'est un très bon tank point, bon en même temps vous me direz il n'y en a pas des masses, et ce qui fait vraiment sa force, et ben c'est sa polyvalence. En effet, Barik il a de bons dégâts, surtout si vous décidez de partir avec son talent fusillade. Et si à côté de ça vous avez un Genos Corps Céleste, mamma mia, vous allez vous éclater. Par rapport à la saison passée, ce talent était nerf car il était tout le temps pris, on est passé de 560 de dégâts par shot à 480.
C'était pas impossible de voir des Barik top dégâts à la fin de la game avec ce talent, ça faisait vraiment beaucoup trop de dégâts, donc le nerf est assez justifié. Barik il va également pouvoir tenir le point avec sa barricade, surtout en prenant le talent fortification, qui sera d'ailleurs efficace contre des compos avec double flank, compo qui n'aura pas les ressources nécessaires pour détruire le shield rapidement. On peut prendre également architectonique pour booster les dégâts des tourelles, et avoir un sustain correct avec un deck adéquat. Et pourquoi Barik n'a plus la place de meilleur tank point, me direz-vous? Eh ben c'est principalement à cause du nerf qui s'est pris récemment sur son sustain. Depuis la mise à jour Secret des Sables, certaines de ses cartes où il pouvait soigner lui-même, soit avec ses bots, soit avec ses tourelles, eh ben elles ont été nerfées. Les valeurs ont été réduites, qui font qu'il ne temporisera plus autant qu'avant. Là où Cauterizé est maintenant à 75%, ça lui donnait un bon avantage et c'était très compliqué de le tomber. Il reste tout de même un tank point assez prisé, il a une capacité ultime qui va lui permettre de temporiser le point lui tout seul sans souci, et forcer l'équipe ennemie à battre en retraite pour ne pas prendre trop de dégâts. Petite note par rapport à son ulti avant que j'oublie, Rome pourra le détruire d'un seul coup avec sa capacité ultime, Taira peut mettre une molotov sur le dessus du dôme et ça brûlera les personnes à l'intérieur, et enfin les roquettes de l'ulti de Victor passeront à travers et toucheront les ennemis à l'intérieur du dôme. Comme ça, vous savez comment vous en sortir contre lui. Une autre manière de bien utiliser cette capacité ultime, ça sera par exemple contre une Inara. Dès que vous la voyez ulti, et ben vous faites le vôtre instantanément, comme ça vous serez stun, mais aucun des autres ennemis ne pourra vous toucher s'ils ne sont pas dans le dôme. Bon, à part les exemples que j'ai donnés avant. Je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. Au niveau du talent, comme je l'ai dit plus tôt, les 3 sont jouables, il faut s'adapter selon l'équipe. Pour bricolage et architectonique, je pars généralement sur ce deck. En double rang 5 pour se heal pendant l'utilisation des bots propulsés, mesure de sécurité au rang 3 pour réinitialiser le CD de vos bots une fois que vous passez en dessous des 30% de points de vie, 5 points dans boule de bowling pour vous donner un shield lorsque vous utilisez vos bots propulsés, 1 point dans bravé audacieux pour avoir plus de HP, et enfin ferrailleur au niveau 1 pour réduire le CD de vos compétences une fois qu'une de vos tourelles se fait détruire. Je vais principalement partir sur ce deck contre des compos assez classiques, même si ça a été nerf, le sustain reste vachement intéressant, on a de quoi résister avec le shield qui s'applique après l'utilisation des bots, donc c'est plutôt cool. Un deck assez complet qui devrait faire l'affaire. Si vous optez pour le talent fortification, je vous conseille le deck suivant. 5 points dans bravé audacieux pour avoir beaucoup de points de vie de base, 1 point dans fondation pour augmenter la durée de votre barricade, palissade au niveau 5 pour réduire le temps de recharge de votre shield, 3 points dans mesure de sécurité pour reset le dash en dessous des 30% de vie, et enfin rendement au rang 1 pour augmenter la durée de l'effet des bots propulsés. Personnellement, j'aime beaucoup jouer ce talent contre des compos double flank. Généralement, on privilégie broyeur sur des Victor, Viviane ou encore des Bomb King, parce qu'ils peuvent détruire le bouclier assez rapidement à contrario d'un duo Androxus Heavy par exemple. Ils n'achèteront pas broyeur tout de suite et cela vous permettra d'être bien plus efficace dans ce genre de partie. Attention néanmoins, vous n'avez pas la possibilité de temporiser autant en termes de soins et de shield que l'autre deck, c'est un style de jeu un peu différent. Avec cette barricade géante, vous ne devrez pas avoir trop de soucis avec un bon support. Barricade efficace sur pas mal de maps, il faut faire attention qu'il n'y ait pas une hauteur comme sur carrière par exemple, là où il ne sera pas caché de tous les angles avec sa barricade, faisant de lui une cible assez facile pour l'équipe ennemie. Mais ça n'empêche pas de le voir beaucoup sur cette map. Pour contrer Barik, j'en ai déjà parlé avec son ultimate, mais avec du cripple et du CC en général pour l'empêcher d'utiliser ses bots propulsés, ça peut être une bonne idée pour le tuer bien plus rapidement. Alors un Grover ça sera un choix intéressant, ou même un Canstun. Niveau itemisation, on commencera par cautériser, et même s'il a été nerf, revivifier pourra être un choix à ne pas laisser de côté. Comme sur pas mal de tanks, résilience sera un bon élément à prendre rapidement, surtout si vous avez beaucoup de CC en face. Spoil, c'est souvent le cas. Et on rentre maintenant sur le podium avec Ashe. Début de saison 3, c'était vraiment la galère pour elle. Son shot faisait 360 dégâts de base, la DR est passée de 90% à 75% durant sa charge avec le bon talent, elle n'était plus vraiment prisée dans les compositions. A vrai dire, tous les tanks se sont bien fait nerf, mais pour Ashe, c'était le coup dur. Avec l'arrivée du patch Secret des Sables, Ashe a retrouvé ses dégâts d'antan. Son canon explosif fait à nouveau 400 points de dégâts par coup. Ashe c'est une off-tank très agressive, avec une très bonne mobilité, elle va pouvoir prendre des affrontements sans souci contre les snipers par exemple, en utilisant son bouclier pour se protéger des deux côtés. L'idée d'ailleurs, ça sera de se mettre au milieu de ce dernier, et selon la position de l'ennemi, eh bien vous pourrez bloquer ses coups, alors que votre attaque, elle traversera votre bouclier. C'est ce qu'on appelle plus communément en anglais du strafe. C'est-à-dire que vous allez faire des petits pas de côté pour vous protéger avec votre bouclier. Avec un des meilleurs ultis pour temporiser selon moi, Ashe elle va pouvoir appliquer un bon CC en plus de ne pas prendre de dégâts pendant 8 secondes. Avec l'arrivée du patch Ténèbres et Dragons la semaine prochaine, Ashe elle devient encore plus intéressant. Alors pour beaucoup ça ne sera pas un gros changement, mais ça a son importance. L'explosion cinétique, son clic droit, pourra maintenant être annulé avant que le tir ne parte comme un Shaolin et son clic droit. Là où actuellement, dès qu'on l'active, on est obligé d'enclencher le tir, pouvoir le cancel va être un gros plus pour Ashe. Et ouais, comme ça, je le gaspillerai pas pour rien. On voit de plus en plus des Ashe avec tous ces changements, c'est pas la plus compliquée à jouer, elle aura des bons dégâts, elle aura vraiment aucun mal à prendre un 1 contre 1 DPS en jouant intelligemment. Au niveau du talent, je trouve que les trois peuvent se jouer.
Balle performante pour occuper un sniper plus facilement par exemple, pour lui mettre une grosse pression et le forcer à changer de position. Alors c'est un gameplay très agressif, c'est pas fait pour tout le monde, mais ça peut être extrêmement efficace. On a également le talent Brise Forteresse qu'on peut avoir pour un shield plus résistant, qui forcera les ennemis à partir sur un broyeur ou un peu comme un barrique, être plus efficace face à une compo double flanc. De mon côté, c'est le talent Bélier que je préfère et que je trouve le plus efficace sur H. Avoir 75% de réduction de dégâts lors de la canalisation du sort coup d'épaule est vraiment fort, même s'il l'était encore plus en saison 2. D'ailleurs, Ashe, elle a plus de damage reduction que Roam sur son talent. Ça vous permet pendant quelques secondes de pouvoir back vers votre team pour prendre un soin, ou même ne pas prendre trop de burst le temps de charger dans la backline ennemie. C'est personnellement comme ça que j'aime jouer Ashe. Et d'ailleurs, voici le deck que je vous propose. Avant-garde au rang 3 pour obtenir de la DR 2 secondes après votre coup d'épaule, entrée fracassante au rang 5 pour réduire le temps de recharge de 4 secondes de votre charge, métal résistant niveau 3 pour des PVA en plus, percussion au rang 1 pour augmenter le recul d'explosion cinétique, et enfin machine de guerre 3 pour réduire le temps de recharge après avoir effectué une élimination. Vous allez être bien plus résistant, et l'idée est de pouvoir faire votre charge le plus souvent possible pour agresser ou revenir aider vos alliés dans les lignes arrière. Ashe se place comme l'un des meilleurs off-tank à l'heure actuelle, l'un de ses principaux counters, c'est comme Roam, le CC. Un Canstun, un Grover Cripple ou un Genos vont vraiment vous casser les noisettes s'ils time à la perfection leur CC, ce qui va cancel votre charge et vous prendrez le maximum de dégâts et à ce moment-là, ça sera difficile de survivre. L'une des choses qui faisait d'Ashe un champion difficile à jouer était que la charge pouvait être bloquée si un ennemi se trouvait collé à elle juste derrière. À cause de ça, elle bénéficiait tout de même de la réduction de dégâts, mais sa charge était stoppée net. Du coup, on pouvait pas back et on se faisait tuer facilement. Maintenant, il faut se situer en face de Ashe pour la bloquer, ce qui est dangereux selon votre champion, car vous pourrez être propulsé dans l'équipe ennemie et ça peut vite devenir la merde pour vous. Au niveau des maps, je trouve que Ashe est très efficace sur Bazar, sa charge lui permet d'aller très vite dans la backline ennemie, tout en passant incognito par le dessous. En plus, il existe pas mal de petites hauteurs, avec des sortes de poutres, si vous voyez ce que je veux dire, qui vous permettront d'utiliser son ulti de manière très optimale. Plutôt que de monter haut dans les airs, et ben Ashe elle va se cogner la tête. Alors oui, bien sûr, c'est une image, mais je suis sûr que vous voyez ce que je veux dire. Et elle redescendra instantanément sur les ennemis, ce qui sera bien plus efficace et plus rapide. Comme je l'ai mentionné rapidement, un Can sera très efficace pour pouvoir enlever Ashe de sa capacité ultime, et donc de l'empêcher d'être immunisé aux dégâts, ou tout simplement de cancel sa charge pour qu'elle ne puisse pas back, ou pour qu'elle ne puisse pas finir un de vos alliés. Grâce à ses récents ups, elle fait partie largement des meilleurs tanks du jeu, en plus d'avoir un gameplay très agréable. Les deux suivants méritent pour moi la première place, mais leur utilité est différente et il fallait bien faire un choix. On va maintenant parler d'Inara. Actuellement, c'est la meilleure tank point du jeu, devant les autres sans aucun souci. Vous allez me dire, mais pourquoi l'Unium? Eh bien, je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. Première chose, il faut toujours, allez, à 99% du temps, prendre grâce maternelle en talent pour bénéficier de l'immunité au contrôle de foule. Avec le nerf de résilience, c'est vraiment très puissant d'avoir une compétence qui va pouvoir vous immuniser à un Canstun, un cripple de Grover ou un grip de Genos par exemple. Oui, je sais, je reprends tout le temps les mêmes exemples, mais comme ça vous permet de mieux comprendre. En plus de ça, Inara elle dispose d'un mur qui va pouvoir bloquer les projectiles ennemis et un totem au sol pour ralentir les adversaires. Elle dispose vraiment d'une bonne panoplie de compétences qui vont lui permettre de dominer le point central sans trop de problèmes. En prime, une capacité ultime qui a une hitbox énorme et qui va toucher facilement. Ouais, et des fois vous serez touché alors que vous êtes même pas dans son champ de vision, hein. Bref, un champion très complet qui aura du mal à tomber avec l'aide d'un très bon support. J'ai assez peu d'autres choses à dire sur Inara, elle est pas spécialement difficile à jouer, elle peut faire des dégâts assez intéressants sans non plus être broken. Elle a un kit très équilibré et ça fait d'elle un champion très méta. Je vais pas parler des autres talents parce que je les connais que trop peu, mais Soul Tromper ça peut être intéressant contre un barrique et des persos avec une forte mobilité pour les cripples et les empêcher d'utiliser leur capacité de mouvement. Mais bon, on va pas se le cacher, il faut une bonne cohésion avec votre équipe pour s'assister sur la même cible. Un pass, pouvoir faire le portugais et mettre deux walls à la fois, c'est marrant, mais sans plus. Le problème de ces deux talents selon moi, c'est vraiment la perte de l'immunité au CC et le fait que vous allez croustiller comme une chips et mourir bien plus rapidement. Alors on va partir du principe que vous jouez comme moi grâce maternelle et je vais vous proposer le deck suivant. Pierre suspendue au rang 5 pour récupérer des points de vie lorsque votre coquille terrestre est active, Géomancienne au rang 5 pour réduire le CD de votre coquille terrestre, Pierre qui roule pour réduire le CD de vos compétences, Niveau 1 pour Menhir pour recharger plus rapidement votre champ protecteur, et enfin Inébranlable avec 3 points dedans pour avoir des HP supplémentaires. Avec un deck comme celui-là, vous aurez du sustain, vous aurez un bon pool de HP, et le but sera d'avoir votre clic droit le plus souvent possible pour être immunisé au CC et pour résister encore plus, et ainsi pour que votre équipe puisse faire le reste du boulot. Inara elle va être efficace sur la plupart des maps, on va très souvent la privilégier d'ailleurs car c'est le meilleur tank point du moment.
elle est très sympa dans des maps où le point central est fermé comme Mangrove, comme Plage du Serpent ou encore Dôme Glacé, car le wall va pouvoir zoner un endroit et les ennemis ne pourront plus passer. Ça m'a d'ailleurs aidé à gagner une game récemment grâce à ça. Le placement de votre mur il va être primordial, et une fois que vous allez gérer cette mécanique, il n'y aura plus de secret pour vous. Enfin presque. Itemisation assez standard sur Inara avec du cautérisé ou encore du revivifié, et un cavalier sera vraiment pas mal pour que vous soyez le premier à atteindre le point et prendre les premiers pourcentages, ou même pour revenir plus vite sur le point central à la rescousse. Je me suis pas autant étalé sur Inara parce qu'elle a vraiment un bon kit, elle est très puissante à l'heure actuelle, donc j'ai moins à dire que pour d'autres champions. Et ça risque d'ailleurs d'être pareil pour le prochain. Top, on arrête tout. Alors avant de passer au numéro 1, je voudrais faire un petit point rapide sur Terminus. Je voulais le mettre à égalité avec Barik, le problème c'est que ça aurait fait un top 6, et dans la série des top 5, ça aurait fait un peu tâche. Terminus je le mets plus ou moins au niveau du Barik. En fait, ça va être le second tank point qui sera disputé avec Barik justement lorsque Inara sera pique en face. Contrairement au nain, Terminus il sera privilégié sur des maps comme Mine Gelée par exemple, où il pourra zoner très facilement. Il s'est fait nerf lors du dernier patch, là où il était vraiment très puissant avec son siphon. Il l'est toujours d'ailleurs, mais il ne peut pas recharger aussi vite son siphon qu'auparavant. Son plus gros counter reste le CC, et contre un canstun omniprésent en cette méta, eh ben il a du mal à survivre et devient vite obsolète. Son ultimate est bon sur le papier, mais il reste très prévisible et on peut pré-shot son respawn avec un ulti de Victor par exemple, laissant le Terminus mourir une seconde fois sans pouvoir réagir. Je pense qu'il n'est pas si facile que ça à jouer, d'où mon choix pour Barik dans cette liste, qui selon moi est un poil plus simple à prendre en main. Encore une fois, il reste un choix très intéressant, mais assez situationnel. Et pour un joueur moyen, c'est pas le plus facile. Je pourrais parler plus en détail sur lui, j'ai d'ailleurs fait une vidéo gameplay à son sujet si jamais vous voulez la voir pour en apprendre plus. Fin de la parenthèse, on passe à la suite. Ouais, bon, d'accord, elle était assez grande, je m'en excuse. Ça y est, on y arrive, le meilleur tank actuel dans la méta selon moi, celui qui va être souvent first pick car il sera utile dans pas mal de situations, c'est Khan. Alors oui, c'est plutôt le meilleur off-tank, mais on est dans une liste qui mélange tout le monde. La raison pour laquelle j'ai mis devant Inara, c'est parce qu'on le voit plus souvent ban qu'elle, et qu'il est très souvent un first pick en ranked à haut niveau. Et pourtant, le début de saison ne lui a pas fait de cadeau. Son talent déluge de balles, il a été nerf, puisque les 10 balles supplémentaires ont été enlevées. Il dispose donc d'un chargeur normal, ce qui réduit considérablement son DPS. Alors le talent est toujours intéressant, je dis pas le contraire, mais avec le nerf de résilience depuis le début de la saison 3, on va privilégier dans la plupart des cas en prise du vortex pour appliquer un stun de 2 secondes suite à la prise du commandement, votre dash. Un stun de 2 secondes en early game comme ça fait très très mal. Mais il faut également prendre en compte le temps d'animation de Khan lorsqu'il grabe la cible, ce qui ajoute quasiment une seconde en plus où l'adversaire ne peut plus rien faire. Donc en early game, là où quasiment personne ne prend résilience dès le départ, on est sur un CC de 2 à 3 secondes. Il est absolument impossible de survivre à ça. Que vous soyez un tank ou un DPS, si l'équipe adverse a une bonne coordination, et ben vous êtes foutu. Combinez à ça un heal pour lui et son équipe qui vous immunise pendant son incantation, vous pourrez éviter certains spells et ne pas prendre les dégâts. Des dégâts plus qu'intéressants et un shield personnel, il faudra prendre un broyeur rapidement pour pouvoir le contrer. La force de Khan réside dans le fait qu'il peut 1v1 quasiment n'importe qui en early game, et c'est très compliqué si vous tombez face à un bon joueur. Pour terminer, son ultimate est un des meilleurs du jeu, mais il n'est pas évident à utiliser. Il y a un moment, il fallait juste sélectionner une cible, c'était simple, mais il s'agit à présent d'un skill shot, donc il va falloir bien viser. Et je peux vous dire que c'est plus facile à dire qu'à faire. Si vous arrivez à prendre une cible en début de fight, vous avez le choix d'attendre votre équipe pour qu'il tue la cible, ou alors la balancer dans le vide si la map le permet bien sûr. Petit conseil d'ailleurs, il peut parfois être bon de garder la cible plusieurs secondes dans votre main pour l'empêcher de tout mouvement, et la relancer par la suite dans le vide pour la délékill. Le delay kill, c'est une notion que j'aimerais aborder dans une autre vidéo, mais pour faire très simple, ça consiste à attendre plusieurs secondes avant de tuer une cible pour qu'elle ne respawn pas en même temps que ses alliés. Du coup, l'adversaire en question, il va mettre plus de temps à revenir vers ses alliés, ce qui vous fera bénéficier d'un avantage numérique. A savoir d'ailleurs que si vous ne relâchez pas votre adversaire, au bout d'un certain temps, ça le fera automatiquement. Un kit de rêve, un fidèle allié, je vous propose le deck suivant qui ira avec le talent Emprise du Vortex. Jusqu'au bout au rang 4 pour réduire le temps de recharge de cri de guerre, garant de l'espoir au niveau 5 pour recevoir plus de soins quand rempart votre shield est actif, battre en brèche au niveau 1 pour augmenter votre vitesse de déplacement après avoir effectué votre cri de guerre, en toute intimité avec 4 points dedans pour réduire les dégâts reçus après avoir touché un adversaire avec votre prise du commandant, et enfin armure de plaque pour avoir des HP supplémentaires. Car on va le prendre sur la plupart des cartes, surtout celles où vous pouvez balancer la cible dans le vide grâce à l'ultimate. Donc par exemple Mangrove, Mine Gelée, Plage du Serpent, Île Grenouille, bref, vous avez compris, la plupart des maps.
Comment le contrer? Il va vous falloir du broyeur pour détruire son shield rapidement et l'empêcher de le redéployer, et de la résilience pour que le stun ne dure pas longtemps, mais également pour que vous soyez envoyé moins loin par sa capacité ultime. Bien sûr, du côté Rizé pour qu'il ne se soigne pas trop, ça sera le bienvenu. Personnellement, quand je joue Viviane, une fois que j'ai ces objets en poche, et ben le Khan c'est plus une grande menace. Au niveau de l'itemisation du bras droit de Liane, pas de surprise. On commencera avec du côté Rizé, cavalier ça peut être intéressant pour arriver avant tout le monde et anticiper afin de faire un bon ultimate. Et ensuite des objets défensifs comme résilience s'il y a beaucoup de CC en face, voire même du havre ou du bouclier choc. L'épisode du top 5 tank en saison 3 sur Paladin est maintenant terminé, et j'espère qu'il vous aura plu. Je vous prie vraiment de m'excuser pour le délai de cette vidéo, je sais que vous l'attendez depuis un petit moment, et j'avais pas réussi à me dégager assez de temps malheureusement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire si vous avez aimé et ce qu'on peut améliorer à l'avenir. Quelles autres vidéos aimeriez-vous voir sur la chaîne? J'ai quelques idées, je vais essayer de les faire au plus vite en espérant que ça vous plaise. Et vous, quel serait votre top 5 des tanks dans Paladin? Vous êtes plutôt d'accord avec moi ou vous voyez des grosses incohérences? Merci à toutes et à tous pour votre soutien. Je vous fais des bisous, restez chez vous et à très vite. Ciao ciao. Let's go to war. Let's go to war.